Bonsoir. Je vous parlerai des problèmes en tout genre ce soir avec l'histoire d'un téléspectateur d'un bon entendeur qui a eu la bonne idée d'équiper son toit de panneaux photovoltaïques. Malheureusement, il y a eu de nombreux défauts et une ambiguïté sur le nom de la société mandatée. Autre chapitre, les arnaques aux numéros de téléphone surtaxés, aux faux héritages qui continuent de sévir, avec des répercussions jusqu'en Espagne. Et en plat principal, on décortiquera ce soir ce qui est apparu dans le paysage alimentaire européen et suisse. Vous avez envie de manger le plus sainement possible, eh bien formidable. Alors pour vous aider à choisir les produits, des applications ou une signalisation comme le Nutri-Score vous renseignent. Comment ça marche? Est-ce que c'est mieux que les étiquettes actuelles? Pourquoi l'industrie se montre réticente à quelques exceptions près? On sera très concret comme toujours. Vous vous êtes sûrement retrouvé plus d'une fois à regarder les étiquettes des produits dans les magasins en fronçant les sourcils parce que comme celui-ci par exemple, c'est tellement petit que c'est illisible, complètement illisible. Et aussi peut-être parce que vous avez envie de manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, de manger sainement. Vous allez regarder l'étiquette de valeur nutritive moyenne, comme sur ce produit par exemple. Alors qu'est-ce que ça dit? Alors, 15 grammes de glucides pour une portion, 5,6 grammes d'acides gras saturés, 60 grammes de glucides, 21 grammes de protéines. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Impossible de décrypter la plupart du temps, à moins d'avoir une formation spéciale. Même l'Office fédéral de la sécurité alimentaire le reconnaît. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de l'aide sur votre téléphone portable. Les applications nutritionnelles se sont multipliées. On les découvre avec une femme qui a plusieurs casquettes et qui est impliquée dans la politique de la santé. Bien manger est un défi au quotidien. Delphine, cette jeune mère de famille, vient plusieurs fois par semaine dans ce supermarché. J'ai grandi dans une famille, on a toujours relativement bien mangé, mes parents m'ont bien appris, voilà, un peu l'équilibre alimentaire, etc. En plus, je suis infirmière de formation, donc c'est vrai que pour moi, on va dire, j'avais un équilibre alimentaire relativement sain, une nutrition globalement saine. Un équilibre alimentaire sain qu'elle tente de conserver. Elle cuisine un maximum, essaye de manger local et bio, mais impossible d'échapper aux produits industriels. Et là, c'est plus compliqué de se repérer. Les étiquettes sont extrêmement longues, il faut savoir décrypter ce qu'il y a derrière, il faut savoir décrypter aussi les propriétés nutritionnelles en fonction des apports, enfin voilà. Tout ça, ça reste très compliqué, même pour quelqu'un qui est du milieu de la santé. Et puis ça prend beaucoup de temps. Pour s'aider face à tant d'indications contradictoires, Delphine a découvert les applications nutritionnelles pour smartphone. En résumant de manière simple les qualités nutritionnelles, elles permettent d'y voir plus clair dans les étiquettes. Quand je me suis mis aux applis, mon mari m'a dit « mais attends, tu vas pas tout scanner, etc. » Puis j'ai dit « mais il faut bien qu'on fasse le tour une fois, parce qu'à un moment donné, c'est bien qu'on sache si ce qu'on achète, c'est des produits sains ou pas. » Et c'est vrai que lui aussi s'est rendu compte qu'il y a des choses où ça ne faisait pas de sens. Et Delphine, vous avez toujours fait aussi attention à ce que vous achetiez? Alors non, pas tout le temps. C'est vrai que c'est particulier depuis que j'ai eu des enfants. Disons qu'avant, pour moi, je me posais moins de questions. Pour eux, bah voilà, on a envie d'avoir, on va dire, ce qu'il y a de plus sain. Et puis, il y a eu beaucoup de révélations quand même récemment hein, sur des scandales en lien avec les produits alimentaires, en lien avec des sucres cachés, etc. Et donc, ça m'a amené à réfléchir. Et je trouve que ces applications, c'est quand même un sacré plus, en fait, dans la décision qu'on doit prendre. Par exemple, typiquement, avant... ça, c'est un produit que j'achetais, c'était noté sans sucre cristallisé, enfin un produit pour bébé, on ne s'attend vraiment pas à ce que ce soit, entre guillemets, malsain. Et puis bah, là, c'est vrai que si je regarde le score, on est sur un Nutri-Score D. Donc c'est quand même extrêmement mauvais, donc ça, c'est fini, j'achète plus. Typiquement, sur des chips, bah, voilà, vous prenez par exemple les chips à la betterave, vous vous dites « waouh, super, ça va être très sain », alors qu'en fait, c'est noté D. Donc voilà, moi j'irais plutôt sur des chips au paprika standards qui sont notés C. Mais bon, en même temps, je ne m'attends pas à avoir un A sur des chips, quoi. Mais je choisis en connaissance de cause. Pour comparer les produits entre eux et aider les utilisateurs à faire leur choix, la plupart des applications se basent sur le Nutri-Score, un indicateur développé par le nutritionniste Serge Erkberg. C'est un système simple, un logo coloriel à 5 couleurs qui va du vert au rouge ou du A au E, puisqu'on a doublé
les couleurs avec des lettres et qui, en fait, va synthétiser toutes les données qui sont sur l'étiquetage en face arrière. C'est-à-dire qu'on reprend les éléments négatifs qui sont affichés, les calories, le gras, le sucre, le sel, les éléments plutôt positifs, les fibres, les fruits et légumes, les protéines. Un algorithme reprend toutes ces données pour en faire une note globale, synthétique, qui va être ensuite traduite sous forme d'une couleur. Le professeur Erkberg a été mandaté par l'État français en 2014 pour développer une indication simple et lisible pour les emballages. Son système, validé par de nombreuses études, évalue la qualité nutritionnelle globale d'un produit. Le Nutri-Score ne classe pas les aliments en panacée ou diabolique, mais plutôt va dire cet aliment est mieux sur le plan de l'équilibre nutritionnel. Vous pouvez prendre des aliments moins bien classés sur le plan nutritionnel qui seront rouges. Simplement, il faut savoir, que vous ayez l'information de manière à ce que soit vous prenez une alternative, soit si vous gardez ce choix, vous en consommerez en plus petite quantité ou moins fréquemment. C'est une transparence de nos consommateurs pour qu'ils puissent l'intégrer, s'ils le souhaitent, dans son acte d'achat. Une transparence qui pour l'instant ne s'affiche pas sur les emballages. Pour connaître le Nutri-Score, il faut passer par les applications et il y en a plusieurs. La plus ancienne d'entre elles, c'est Open Food Facts, une application collaborative. Nous rencontrons son créateur, Stéphane Gigandet, et sa communauté de bénévoles un peu geeks. C'était en 2011, j'avais un site de recettes de cuisine et un de mes utilisateurs m'avait dit que j'avais trop de recettes qui étaient grasses et sucrées, des pâtisseries, etc. Et que du coup j'étais complice de l'épidémie mondiale de diabète et d'obésité. Alors du coup ça m'a un peu estomaqué parce que moi je pensais que ce qui nous rendait gros, c'était plutôt les chips, les sodas, etc. Et donc j'ai cherché des données et j'en ai pas trouvé. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de créer une sorte de Wikipédia des produits alimentaires où chacun d'entre nous pourrait, avec son téléphone mobile, scanner les codes barres, prendre des photos des ingrédients, des tableaux nutritionnels et mettre tout ça dans une grande base de données libre qui serait accessible à tout le monde gratuitement. L'idée, c'est qu'on met les Il découvre le Nutri-Score en 2014. Séduit par le concept, il l'intègre à sa base de données sur l'alimentation. Il y a encore un bug. Pour moi, c'est un peu comme l'étiquette énergie des produits électroménagers. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne d'acheter un frigo noté C ou D si à côté il y a un frigo noté A ou B. Et donc c'est la même idée avec le Nutri-Score. Donc c'est vraiment ça qui m'a séduit. Encore faut-il calculer ce score pour chacun des produits en vente dans le commerce. Ça, c'est le rôle des contributeurs volontaires comme Estelle. Quand elle fait ses courses, elle s'attarde beaucoup sur les emballages. Alors là, tu fais quoi ? Là, en fait, je suis en train de prendre en photo la boîte. Donc maintenant, c'est complet pour ce produit-là. Alors non, c'est pas complet parce que, par exemple, il manque le conditionnement, il manque la quantité. Donc pour les gens, c'est mieux de savoir. Donc je rentre toujours la quantité sur 80 grammes. En plus des photos, Estelle doit aussi rentrer les informations nutritionnelles affichées sur le dos de l'emballage. L'application calcule directement le Nutri-Score et le met à disposition des utilisateurs. Et pourquoi tu t'es mis à contribuer à l'application alors ? Quand on est étudiant, on a tendance, on va dire, à manger un peu n'importe quoi. Et je m'étais dit, c'est quand même bien de savoir ce que je mange, quoi. Et donc je me suis dit, je vais faire ça et tout. Et j'ai trop aimé le concept, le fait qu'on puisse collaborer, le fait que s'il n'y a pas un produit, on rajoute. Parce que pour les autres, ça peut aider ou quoi. L'application Open Food Facts donne aussi un indice sur la transformation des produits grâce à l'échelle Nova. Nova, c'est un système qui a été inventé par une équipe de recherche indépendante du Brésil et internationale. Et ça permet d'identifier les produits ultra transformés. C'est assez simple, il n'y a que 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est les aliments bruts, ceux qu'on peut acheter au marché par exemple. Le deuxième niveau, c'est tous les aliments qui servent à cuisiner, le sucre, l'huile, le sel, etc. Le troisième niveau, c'est les aliments transformés, donc par exemple le fromage. Et le quatrième niveau, c'est les aliments ultra transformés. Ça, c'est les aliments si on devait cuisiner un plat préparé classé 4,
On ne le ferait pas de la même façon chez nous. On ne mettrait pas tous ces additifs dedans, on ne mettrait pas du sirop de glucose fructose ou des ingrédients qu'on n'a pas chez soi. En Suisse, l'application Nutriscan reprend les mêmes principes que sa grande sœur française. Là, c'est vrai que c'est des produits, c'est équivalent, c'est le même prix. Donc, j'utilise l'application Nutriscan et puis je regarde le score. Donc là, par exemple, ça c'est C. Et puis ceux d'à côté qui sont... c'est exactement la même chose. Je scanne aussi. Voilà, ceux-là, ils sont B. Donc c'est vrai que, rapport qualité-prix, pour un produit plus sain, je vais prendre ceci. Nutriscan est développé par le magazine de consommation Bon à savoir et se base aussi sur le modèle participatif. Tu as eu le temps de mettre à jour les produits Nutriscan. Les collaborateurs contrôlent les entrées des bénévoles. Alors à la base, c'est une application qu'on a créée avec la base de données open source de Open Food. Il y avait 8500 produits qui a été créé par l'EPFL. On a construit notre propre base sur la leur et ensuite de quoi on l'a alimenté petit à petit avec le concours des consommateurs et des utilisateurs de l'application. Alors on en est aujourd'hui à 28 000 références, 28 500 même. Ça veut dire que les utilisateurs nous ont fourni 20 000 produits en 2 ans à peu près. Pour se distinguer des autres applications, Nutriscan mise sur le côté local. Nutriscan, c'est une application qui ne référence que les produits vendus en Suisse. Ça, c'est la principale différence. Ensuite de quoi, on a la possibilité aussi dans notre application d'aller chercher des produits par magasin. Donc, on a répertorié les principaux supermarchés suisses, encore une fois. Et puis, donc, ça nous permet effectivement, quand on est dans un magasin, de voir si, par exemple, il y a une alternative meilleure pour la santé dans un produit qu'on aurait acheté. Le grand défi des applications, c'est les additifs. Pour les analyser, Nutriscan propose une application complémentaire. Open Food Facts, lui, les mentionne simplement. La dernière arrivée en Suisse, c'est l'application Yuka, une start-up française qui compte déjà 10 millions de membres. Ils ont décidé d'inclure les additifs à leur façon. Là où on se différencie, c'est qu'on a un système de notation très propre qu'on a développé nous-mêmes, qui prend en compte la partie nutritionnelle que prennent en compte la plupart des applications. Par contre, nous, ce qu'on rajoute comme brique supplémentaire que ne fait quasiment aucune application, c'est la brique d'analyse des additifs alimentaires qui sont présents dans le produit. Sur la partie alimentaire, la notation, donc 60% de la notation, c'est l'analyse de la qualité nutritionnelle. Là-dessus, on se base sur le Nutri-Score. Ensuite, 30%, c'est la présence d'additifs dans le produit. Là, on se base sur l'état de la science à ce jour et on détermine un niveau de risque pour chaque additif alimentaire. Et enfin, les 10% restants, c'est la dimension biologique du produit. Donc là, on va regarder si le produit dispose du label bio européen. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique le principe de précaution. Un mode de calcul qui fournit un score unique sur 100. Simple donc, voire même simpliste pour certains scientifiques comme Serge Erkberg. Tous les scientifiques du monde aimeraient être capables d'agréger la dimension nutritionnelle, le Nutri-Score, les additifs et les pesticides. Mais Yuka ne s'appuie pas sur des bases scientifiques. Va dire 60% revient au Nutri-Score, 30% aux additifs, 10% aux pesticides. Pourquoi? On n'a aucun élément pour le faire. Ça pourrait être 33, 33, 33 ou 40, 40, 20. Donc ça ne repose pas sur des bases scientifiques. Et sur les additifs, Yuka ne peut s'appuyer que sur le matériel qui existe, c'est-à-dire très peu de choses, et qui permet de certes considérer que certains additifs sont à risque, mais va innocenter d'autres additifs dont on ne sait pas en fin de compte s'ils ne sont pas à risque, mais tout simplement il n'y a pas de travaux, parce qu'on manque de données sur le rôle des additifs, sur le rôle des pesticides, et surtout il est difficile d'avoir un seul indicateur qui renseigne sur ces différentes dimensions des aliments dans le domaine de la santé. On l'a compris, toutes ces applications nutritionnelles ont un socle de données commun et y ont ajouté parfois des spécificités, ce qui peut donner quelques différences d'appréciation et des imprécisions. Alors nous avons fait l'exercice de comparaison sur cette dizaine de produits. On ne les a pas tous retrouvés sur les 5 applications disponibles en Suisse, mais quand ils sont référencés, premier constat, pas de différence sur ces spaghettis qui n'ont récolté que des A. Pas de différence non plus, mais une moins bonne note pour ces petits pots dessert d'Annette, note C.
Une note C aussi pour ces yogourts LC1 de Nestlé. Toutes les applications donnent la note D seulement à ces Sfibag. Trop d'acides gras saturés. En fait, c'est une note un peu trop sévère. La note calculée par le Nutri-Score, c'est C, parce que l'huile de palme a été remplacée par de l'huile de tournesol. Il y a un progrès. Toutes les applications donnent une note E à ce jus orange mangue granini à cause du sucre. Et même chose d'ailleurs, note E pour ces Maltesers, c'est assez évident. Ce plat, Marie Cabillaud, sauce citron, riz aux petits légumes, noté A par le Nutri-Score et par 4 applications, alors qu'il est noté B par une autre application. Enfin, cette mozzarella Galbarani a été notée 4 fois D et 1 fois C, la note étant bien C selon le Nutri-Score. Donc il peut y avoir, on le voit, quelques petits problèmes de fiabilité. Revenons à ce logo nutritionnel qui s'affiche maintenant sur certains produits, le Nutri-Score de A à E, du vert au rouge. Comment est-ce que Nestlé réagit au fait que ces biscuits pour bébés sont notés D par le Nutri-Score, on l'a entendu dans le reportage? Eh bien, Nestlé nous a dit améliorer sans cesse ses produits. Et d'ailleurs, dès juillet prochain, le produit sera disponible sur le marché dans sa nouvelle recette contenant 11% de sucre en moins. Il ne contiendra d'ailleurs plus de sucre ajouté. Le Nutri-Score a été adopté en tout premier en France par les fabricants qui le veulent bien. C'est sur une base volontaire, avec les félicitations de l'OMS. Mais en arrière-fond, s'est jouée une bataille féroce au niveau européen. Les étiquettes présentes sur les produits suffisent-elles à éclairer notre choix au moment de l'achat? Barbara Pfenniger travaille à la Fédération romande des consommateurs. Aujourd'hui, elle va aider les passants de ce centre commercial à classer des produits selon leur valeur nutritionnelle. On commence par les rejeter? Oui. Alors, lequel, d'après vous, a la meilleure qualité nutritionnelle? Vous avez déjà le bon geste du consommateur, on retourne le produit. Oui. Déjà, l'emballage fait des fois la différence pour choisir rapidement, mais ça ne veut rien dire. Voilà. C'est assez rassurant. Tous ces mots qu'on ne comprend pas. Donc, en réalité, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors que je ne comprends pas, je mets à la queue. Ça, il y a de lait machin, j'ai vu, il y a des additifs, il y a plus d'additifs là. Mais en général, je regarde les ingrédients et en général, s'il y a plus de 5 ingrédients, je sais qu'en général, c'est pas top. Ben écoutez, moi je dois dire, donc je comprends rien à ça et donc je fais pas attention. Ça exige vraiment un travail de décryptage de ces étiquettes qui sont en effet souvent petites, écrites de façon assez illisible. Donc c'est complexe et très souvent, comme tous les consommateurs, j'ai tendance à ne pas les regarder. La spécialiste alimentation de la FRC leur fait découvrir les applications et le Nutri-Score pour les aider dans leur choix. Ce qui leur réserve quelques surprises. Voilà, c'est vendu. Donc, et là, c'est sur l'échelle qui va de A à E, comme l'étiquette énergie. C'est le produit qui est apparemment le plus sucré, le plus gras, le plus salé et qui a le moins de fibres. Alors qu'intuitivement, on a l'impression que c'est le meilleur. Je pourrais pas vous dire lequel est le mieux ou quoi. Peut-être plus lui, le Weetabix. Alors, on regarde ce Weetabix. Il est en A. Donc c'est comme une étiquette énergie. Et A, c'est la meilleure qualité nutritionnelle. Bon, au hasard, je vais faire comme ça. Hein. D'accord. Alors on fait au hasard. C'est classé C. Mais le hic, je n'ai pas de téléphone de ce style-là, je n'en veux pas. Ces étiquettes que tout le monde a du mal à décrypter résultent d'une loi votée par le Parlement européen en 2010. Monique Goyens a participé à l'élaboration de la loi. Elle est directrice du Bureau européen des unions de consommateurs, le BEUC. Notre rôle, c'est de représenter les intérêts des consommateurs auprès des institutions européennes. Donc nous sommes des lobbyistes, mais des lobbyistes au service des consommateurs. On a considéré que la vente, c'était surtout un instrument de marketing, donc où il fallait attirer le client. Nous avons pu obtenir in extremis une toute petite information obligatoire sur l'avant en matière de calories. C'est pas assez à notre goût, hein. Mais c'est surtout soit sur l'arrière, soit sur le côté de l'emballage qu'il faut indiquer l'information complète. Le problème, c'est que cette information, elle est complète, mais elle n'est pas compréhensible pour le consommateur.
La loi de 2010 oblige les fabricants à indiquer sur le dos de l'emballage la valeur énergétique, la teneur en lipides, en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et en sel. Sur le devant du paquet doivent figurer les apports journaliers recommandés pour un adulte. Ce que nous constatons aussi, c'est quand même fort trompeur comme information en ce qui concerne la teneur calorique, puisqu'il dit que c'est 6%, le consommateur va lire 6%, et encore il faut quand même avoir une bonne vue. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que seulement pour une des 2 barres contenues dans l'emballage. Et alors qui d'entre nous a mangé une barre sans manger la deuxième? En tant que lobbyiste, elle est en première ligne en 2010 lorsque la loi sur l'étiquetage nutritionnel est discutée au Parlement européen. La loi propose un système de notation basé sur les feux tricolores proche du Nutri-Score actuel. Une proposition qui fait bondir les lobbies agroalimentaires. Il y a eu un tollé de la part de l'industrie agroalimentaire qui a exercé un lobby mais énorme. Dans ma carrière de lobbyiste pour les consommateurs, c'est un des pires que j'ai rencontré. C'était très agressif. Ils ont mis un budget énorme, on parle de 1 milliard d'euros, pour essayer de faire changer cette proposition qui avait été faite par la Commission européenne. Et en fin de compte, après une discussion, mais c'était vraiment une des discussions les plus violentes au sein du Parlement européen, on a décidé de ne pas adopter un code de couleur et donc d'adopter plutôt un système qui est basé sur les doses journalières recommandées et qui sont des doses journalières donc inodores, incolores, invisibles. Victoire des lobbies de l'agroalimentaire. La loi n'impose pas le Nutri-Score ni un autre système de couleurs. En même temps, elle laisse le droit d'afficher tout type de labels et même les plus aberrants. Et les industriels se sont engouffrés dans la brèche. Même l'entreprise Disney a créé son propre label pour les produits alimentaires. Disney a développé un label nutritionnel pour les enfants pour dire aux parents qu'un produit est bon pour leurs enfants, alors que par exemple une céréale contiendrait 29% de sucre, ce qui est beaucoup. Un label dont ils sont les seuls à détenir les critères d'application et qui reste, comme par hasard, toujours vert. De leur côté, des géants de l'agroalimentaire, dont Nestlé, ont énergiquement résisté à l'adoption d'un score nutritionnel. Ils ont même contre-attaqué avec leur label maison, un système similaire, mais qui permettait aux industriels de maîtriser la couleur affichée sur les produits. Vivement critiqué, le projet a depuis été suspendu. L'industrie a une peur bleue de la couleur rouge. Parce que dans notre culture et dans notre subconscient, le rouge, c'est l'interdit. Et c'est dommage dans la mesure où nous avons toujours dit que toute communication qui accompagne les codes de couleurs dit bien que le rouge, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de le manger, mais c'est que vous devez faire juste un peu attention à ne pas en manger trop. Si la plupart des industries agroalimentaires ont tout fait pour empêcher un système d'étiquetage en couleurs de s'imposer, d'autres ont préféré adopter le changement. L'entreprise Danone affiche désormais le Nutri-Score sur tous ses produits et en fait un argument de vente. Pour nous, le Nutri-Score, c'est vraiment pas une autopromotion commerciale. Pour nous, le Nutri-Score, c'est donner une orientation aux consommateurs. Et puis, pour nous, on est aussi convaincus que le Nutri-Score est le bon système parce qu'il a été développé par 2 scientifiques indépendants et il est très facile à comprendre. Il y a quand même 110 entreprises en France qui ont adhéré au Nutri-Score, qui sont engagés à l'afficher sur l'ensemble de leurs produits. Ils ne choisissent pas ceux qui les arrangent, donc ils ont l'obligation de le faire sur l'ensemble de leurs produits. Donc il y a une dynamique favorable et ça continue à augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ça va aider le consommateur à orienter ses choix. Et puis ça a un autre effet, le Nutri-Score, et c'était voulu au départ, c'est que ça pousse les industriels à reformuler. Parmi les différents systèmes d'étiquetage au sein de l'Union européenne, plusieurs études confirment que le Nutri-Score est le plus clair et le plus compréhensible pour les consommateurs. Je peux qu'on puisse voir d'un coup d'œil et comparer les produits aussi. D'accord. Ça serait en tout cas plus simple. Exactement. On arrive, on lit et tout. Voilà. Et cet algorithme, nous l'avons validé par des travaux scientifiques en montrant que le calcul du score, appliqué à des populations suivies dans le temps, était associé au risque ou à la protection des maladies chroniques. Si on mange des aliments qui ont plutôt un bon score, eh bien on trouve un risque moindre dans des cohortes suivies sur des années, voire même parfois une dizaine ou une quinzaine d'années, avaient un risque moindre de faire un cancer, une maladie cardiovasculaire, un diabète ou une obésité. Malgré tout,
Le Nutri-Score a des limites et des incohérences, comme nous avons pu le constater lors de notre test. J'aurais dit qu'il y en avait pas mal dans le Volvic et dans le jus d'orange. Mais puis après, les 3 autres, un petit peu moins. Donc, vous regardez? Là, je regarde le nombre de kilocalories en fait qu'il y a dans, dans la boisson. Étonnamment, les boissons édulcorées du type Coca Zéro ont un meilleur score que les jus de fruits. Le problème des boissons édulcorées est un vrai problème. On a beaucoup de mal à aujourd'hui trouver un système qui soit cohérent avec les recommandations nutritionnelles, puisqu'on recommande d'éviter de consommer des produits édulcorés. Alors, quand vous faites le calcul avec l'algorithme, théoriquement, les produits édulcorés ne contenant pas de sucre, pas de gras, pas de sel, pas de calories, devraient être même classés comme l'eau. On a simplement déjà réussi à éviter qu'ils soient comme l'eau, l'eau étant la seule boisson qui est classée A. Mais ça fait partie de ces points qui devront être améliorés dans le futur. Le Parlement européen devrait bientôt reprendre la discussion sur l'étiquetage nutritionnel obligatoire. Ce que nous voulons qui soit obligatoire, c'est un système de code couleur qui soit compréhensible pour le consommateur. Actuellement, nous trouvons que le Nutri-Score, c'est le meilleur système qui existe au niveau européen. Il faut que ce soit facile, rapide dans la compréhension par le consommateur. Et obligatoire pour tout le monde. Et bien sûr, obligatoire. Ah non, le volontaire, ça ne sert à rien. Pour l'instant, l'affichage du Nutri-Score se fait sur base volontaire en France, en Espagne et en Belgique. De son côté, la Suisse a repris l'étiquetage européen voté en 2010 sans changement majeur. Mais les acteurs du secteur se préparent à une prochaine discussion. Reportage réalisé par Michaela Mumenthaler et Dominique Gabrielli. Une discussion a effectivement eu lieu mardi dernier, une table ronde organisée par l'OSAV, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, favorable au Nutri-Score, avec des représentants de l'industrie alimentaire, des associations des consommateurs et de promotion de la santé. Isabelle Moret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère nationale PLR, mais vous êtes là surtout en qualité de présidente de la FIAL, qui est la Fédération des industries alimentaires suisses, qui regroupe combien de membres, dites-nous ? 200 entreprises, 35 000 employés. Oula, c'est beaucoup alors. La FIAL était évidemment présente à cette table ronde qui n'a débouché, il faut bien le dire, sur aucune décision. Mais la FIAL que vous représentez ici n'est pas favorable, alors du moins pour l'instant, au Nutri-Score. Expliquez-nous pourquoi cette réticence en fait. Je pense que les entreprises suisses, en fait, sont assez ouvertes sur cette question. D'ailleurs, en Suisse, le Nutri-Score est autorisé. Vous trouvez déjà certains produits, en fait, produits depuis la France, qui apparaissent dans les étals suisses avec le Nutri-Score. Et l'Office fédéral, lors de cette table ronde de la semaine passée, a pour la première fois montré aux entreprises suisses quels étaient les différents labels qui existent en Europe, parce que vous savez qu'il y a le Nutri-Score français qui s'est développé dans les pays francophones, mais il y a aussi l'Italie, la Grande-Bretagne, les pays du Nord qui ont leur propre version. Et l'Office fédéral a examiné ces différents labels signalétiques et recommande officiellement le Nutri-Score. Donc c'est une information nouvelle. Oui, mais vous dites oui ou vous dites non? Alors, les entreprises qui veulent peuvent le faire, ça, clairement, oui. Parce qu'on est finalement dans la même situation qu'en France. En France, il n'y a pas d'obligation d'avoir le Nutri-Score. En fait, c'est une recommandation de l'État français d'utiliser le Nutri-Score. Et la Suisse est en train de suivre ce chemin, puisque la semaine passée, l'Office fédéral recommande ce Nutri-Score. L'avantage pour les entreprises suisses, c'est d'avoir une seule signalétique. Imaginez si les grands détaillants développent chacun leur propre signalétique, c'est compliqué pour les fabricants et pour les consommateurs. Donc au moins, là, il y a une clarté. L'Office fédéral choisit aussi le Nutri-Score. Oui, mais je vous parle de vous, c'est-à-dire pas de l'Office fédéral, mais c'est-à-dire de la fédération que vous représentez avec ses 200 membres. Est-ce que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est OK, vous pouvez adopter, si vous le souhaitez, parce qu'évidemment, ce sera sur une base volontaire, j'imagine, mais vous pouvez adopter ce Nutri-Score parce qu'il est bien. Alors moi, je trouve que le Nutri-Score est très bien. C'est très convaincant la présentation qu'a fait l'Office fédéral. Clairement, parmi les différentes signalétiques, c'est le mieux. Maintenant, les entreprises viennent de prendre connaissance de la position officielle de l'Office fédéral. Il faut qu'elles l'étudient. N'oubliez pas qu'en France, ce Nutri-Score, il est très récent. Il date de moins de 2 ans. Il a fallu 9 tables rondes à l'Agence nationale française pour convaincre près de 110 entreprises de participer. Ici, l'Office
Suisse fédérale est intervenue pour la première fois la semaine passée. Il va y avoir d'autres tables rondes et c'est le trend du moment. Mais c'est votre évolution aussi parce que les prises de position que j'ai pu lire il n'y a pas si longtemps étaient plus négatives. Et puis je vous fais part aussi d'une autre position. Il faut dire que l'association qui regroupe Migros, Coop, Denner et Manor ne veut pas adopter le Nutri-Score avec entre autres ces deux arguments. Je cite, la communauté d'intérêt de commerce de détail considère que l'étiquetage nutritionnel existant est suffisant en ce qui concerne la transparence de l'information. Et en outre, ces systèmes d'orientation ne tiennent pas compte des besoins nutritionnels individuels des consommateurs. Est-ce que, Madame Moret, vous n'avez pas l'impression que finalement, parmi les détaillants, on est peut-être moins ouvert que ce que vous m'apprenez ce soir, la FIAL étant peu réticente? Est-ce que certains ne sont pas en train de trouver tous les prétextes, les bons prétextes pour ne pas adopter ce Nutri-Score? Vous savez, l'industrie alimentaire dont je préside la fêtière, c'est très vaste. Oui. Donc effectivement, il y a les géants, il y a les détaillants, mais il y a 200 entreprises. Il y a notamment toute la branche du bio. Il y a tous ceux qui s'investissent dans plus de qualité et une alimentation saine. Donc ces entreprises-là vont être intéressées à investir dans le Nutri-Score et d'autres seront totalement hermétiques à cette question-là. D'accord. Donc, on va voir apparaître probablement, si je vous entends bien, de plus en plus le Nutri-Score sur des produits suisses dans un court ou moyen terme. C'est bien cela? L'idéal, ce serait qu'au niveau européen, il y ait un petit peu d'harmonie. Parce que l'industrie suisse, c'est une industrie d'exportation. Et donc, ce serait plus simple si, au niveau européen, eh bien, par exemple, le Nutri-Score pouvait convaincre plus de pays au niveau européen. Et inévitablement, la Suisse suivrait. D'accord, mais ça va arriver en fait, puisque les Français, on l'a dit, l'ont lancé. La Belgique l'a adopté récemment, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg le veulent aussi. Donc la Suisse va suivre ce trend-là, on imagine, si on vous entend bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Et puis il y a une tranche d'âge dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les adolescents. Comment ils et elles se nourrissent, avec quel budget? Est-ce que les étiquettes, ils les regardent ou elles, hein? Patrick Léger leur a donné la parole. Est-ce que comme tu vas manger dehors, tu as un budget? 20 francs. 10 francs. Des fois, c'est ma mère, je lui demande un peu d'argent, elle va me donner genre 10 francs. Elle me donne 10 francs par semaine, après je vais me débrouiller. Ils m'ont pas mis une limite, tu vois, enfin, c'est de la nourriture. Qu'est-ce que tu achètes du coup quand tu vas manger dehors? Quand je sors, je mange plutôt gras. Quand je suis dehors avec mes amis, des fois je vais au McDo. Un sandwich ou genre une pizza. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Non. Pas du tout. Non, moi non plus. Est-ce que quand tu achètes par exemple des pizzas, est-ce que tu sais à peu près ce qu'il y a dedans? Non, pas vraiment. Non, je sais pas. Tu fais gaffe aussi à tout ce qui est sucre, sel, gras, tout ça? Alors ça non, je fais pas trop gaffe. Je suis pas une fille qui fait trop attention. Si c'est trop sucré et trop gras, je mange pas en fait. Je regarde le thé froid ou les boissons. Ok, et tu regardes quoi sur l'étiquette de la boisson? Le sucre. Est-ce que tu aimerais savoir par exemple ce qu'il pourrait y avoir dedans? Pas vraiment, parce que après ça peut peut-être me dégoûter et du coup après je voudrais peut-être pas en racheter. Je me pose jamais la question. Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas de savoir? La nourriture, je sais pas, c'est fait pour manger. Enfin, on va pas regarder à chaque fois ce qu'il y a et tout, parce qu'après, s'il y a toujours des conservateurs et tout, après, on va pas trop manger. Parce que quand on a faim, on fait pas attention à ce qu'on mange. Parlons de vous maintenant. Le photovoltaïque a le vent en poupe. À bon entendeur avait consacré plusieurs reportages au développement de cette technologie en septembre dernier. Et un phénomène nous était apparu qui n'a pas cessé depuis. De nombreuses sociétés spécialisées dans l'énergie solaire s'implantent en Suisse pour profiter de ce marché en pleine expansion. Certaines font très bien leur travail, d'autres n'ont pas forcément les compétences techniques requises ou connaissent des erreurs de jeunesse. À bon entendeur a rencontré un téléspectateur plutôt mal pris. Nous sommes à Marsens, dans le canton de Fribourg. C'est ici qu'habite Johan Kuperus, ingénieur mécanique de formation. Il décide l'année dernière de poser des panneaux solaires sur son toit à la suite d'un démarchage téléphonique très convaincant. C'était bien monté, avec pas directement de la vente, mais de la proposition de venir voir la maison et de faire une proposition adaptée au bâtiment.
Il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait une vente agressive. Non, c'était plutôt quelque chose qui semblait tout à fait raisonnable et bien construit. Le commercial vient à son domicile pour discuter du projet, muni d'une carte de visite portant le logo de Tritec, entreprise très réputée dans le solaire. Le vendeur se présentait comme représentant de Tritec. Présentation générale des activités de Tritec, pas en détail, mais sur certaines facettes qui touchent le solaire. Et gentiment dans la conversation est arrivé aussi le fait qu'il travaille avec les différents mandataires. Donc, il donne l'impression qu'il travaille pour Tritec, mais qu'il sous-traite avec d'autres sociétés? Voilà, comme apparemment la société Tritec est plus basée en Suisse alémanique, que voilà, ils ne sont pas partout, et que pour certaines installations, selon les régions, ils ont des sous-traitants agréés pour faire le travail. GFR Énergie est partenaire de Tritec jusqu'en janvier 2018, plus par la suite. Le commercial, lors d'un deuxième rendez-vous, fait une proposition détaillée à Johan Kuperus, qui pense toujours avoir affaire à la société Tritec, même si le nom de la société GFR Énergie apparaît sur l'offre. Alors, il propose, selon les différents types de panneaux qui sont possibles, différents types de solutions de raccordement, mais tout dans un paquet vendu comme le paquet d'entreprise générale, donc clé en main. On s'inquiète de rien, il s'occupe de tout, on n'a qu'à signer en bas de la page. Johan Kuperus accepte l'offre de 28 000 francs. Les travaux démarrent, c'est la société GFR Énergie qui s'occupe du chantier. Tritec n'est pas du tout impliqué. L'installation est mise en service en février 2018 et tout a l'air de fonctionner. Très vite, GFR Énergie fait pression sur Johan Kuperus pour qu'il règle le dernier paiement. Et c'est vrai que je ne me suis pas méfié de tous les points lors du dernier paiement, parce qu'on se dit, voilà, l'installation tourne, ça fonctionne, tout a l'air d'être en ordre, en oubliant qu'il y a encore toute la partie administrative qui elle, était en suspens. En effet, Johan Kuperus remarque qu'il manque toute une série d'importants documents techniques et l'inspection finale et obligatoire de l'installation n'a pas eu lieu. Sans cette certification, il ne peut pas obtenir la subvention de près de 6 000 francs auquel il a pourtant droit. Autre problème, les onduleurs mal adaptés aux panneaux solaires surchauffent, provoquant des coupures, puis l'un d'eux tombe en panne. Ces appareils sont essentiels, ils adaptent l'énergie produite par les panneaux solaires avec le réseau électrique. Johan Kuperus envoie une lettre recommandée à GFR Énergie sans succès. La lettre revient, adresse inconnue. Au téléphone, il tombe sur une centrale, personne ne le rappelle. Finalement, pour faire avancer le dossier de certification, il contacte un expert accrédité. Le constat est sévère, il y a de nombreux défauts dans son installation. Ok. Donc ici la nouvelle partie qui a été installée. Et puis là la ligne qui part sur les onduleurs. Oui. Donc déjà, si on aura besoin de faire un contrôle poussé, on voit que la canalisation elle doit être fixée. En plus, ça passe devant une voie de dérivation, donc ça c'est déjà un premier défaut assez manifeste. Ce tableau a été installé avec du matériel et des protections qui doivent être adaptées. Là, en l'occurrence, on a des ouvertures qui ne sont pas fermées. Donc ça, c'est les parties, on va dire, techniques, avec également un souci au niveau du concept de mise à terre. Sans rentrer dans le détail, le raccordement ne s'est pas fait de manière correcte, avec un risque de foudre. C'est un travail qui est mal fait, qui a un manque de compétences. On voit que techniquement, on a des particularités au niveau du photovoltaïque et ces particularités ne sont pas connues par ce genre d'installateur. L'entreprise GFR Énergie existe depuis 2017 et ne fait pas partie de Suisse Solar, l'association des professionnels de l'énergie solaire. Contrairement à Tritec, créée, elle, il y a plus de 30 ans. Qui correspond à ce qu'on a là. Cette partie ici, c'est les trois qui sont là. Johan Corminboeuf, qui supervise plus de 700 inspections d'installation par an, constate une augmentation inquiétante de ces cas très problématiques. Ce qui est fâchant, c'est que les propriétaires, en fin de compte, de bonne foi, ils ont fait cette installation. Ils ont aussi souvent une vision un peu au niveau de la nature et puis de l'écologie, de dire je fais quelque chose aussi pour la planète. Cette bonne foi, et puis ces gens viennent là malhonnêtes, et en fin de compte, ils se graissent la patte sur le dos de ces gens qui se retrouvent à la fin lésés avec une installation qui souvent fonctionne quand même, mais qui peut amener des dangers.
et bien entendu amène aussi des coûts supplémentaires pour les mises en état. Une situation qui risque de coûter cher à Johan Cuperus, près de 3 000 francs de travaux supplémentaires, sans compter évidemment la subvention de 6 000 francs qu'il n'a toujours pas touchée. Et de notre côté, nous avons réussi à joindre GFR Énergie. L'un des associés avait même accepté de me rejoindre sur ce plateau. Changement d'attitude en dernière minute, GFR Énergie a renoncé et décidé de nous envoyer un courriel, ce courriel, pour nous expliquer ce qui est finalement une bonne nouvelle. L'entreprise s'engage à réaliser toutes les modifications nécessaires sur l'installation de M. Cuperus dans un délai de 10 jours, dont un logiciel de gestion intelligente pour le solaire qui vaut plusieurs milliers de francs. L'entreprise s'engage aussi à lui offrir un suivi personnalisé. Oui, nous dit-on dans ce courriel, une société peut faire des erreurs et elle peut aussi les résoudre grâce, il faut bien le dire quand même là, à l'intervention d'un bon entendeur. Et de regretter que la société Tritech ne se soit pas non plus manifestée alors qu'elle recevait en copie tous les courriels de M. Cuperus. Très clairement, GFR Énergie, qui disposait plus de 20 panneaux solaires par mois, veut corriger le tir. Nous vérifierons dans quelques temps si les engagements ont été tenus, ce dont je ne doute pas. Vous aussi, vous serez tenus au courant. S'il y a un chapitre inépuisable, c'est celui des arnaques. Et ce qui est incroyable, c'est que de vieux filons sont toujours exploités. On nous a signalé le numéro de téléphone surtaxé, le 0901 55 59 63, qu'on vous propose de rappeler tout de suite parce que, soi-disant, le service d'expédition des lettres doit vous contacter au plus vite. Résultat, j'ai rappelé. On m'a fait poireauter à 2,15 francs la minute. J'ai raccroché après 7 minutes. Donc, ne rappelez jamais ce numéro. Autre arnaque qui circule toujours, le faux héritage. Vous recevez une lettre comme celle-ci d'un ou d'une avocate espagnole qui dit représenter les intérêts d'un de vos parents, voire de toute une famille parente décédée dans un accident de train, par exemple. L'avocat vous demande votre aide pour, entre guillemets, sécuriser l'héritage qui vous revient. 10 ou 7 millions d'euros ou de dollars, ça dépend, avant qu'il ne soit confisqué par une société de sécurité financière. 10% de l'héritage reviendront à un beau-frère de l'avocat espagnol ou à des œuvres de charité. Les 90% seront partagés entre vous et l'avocat, moyennant que vous avanciez une somme d'argent, bien sûr, que vous ne reverrez jamais, pas plus que cet héritage bidon. C'est tellement énorme comme piège et pourtant des gens tombent encore dans le panneau. Les noms et adresses de ces soi-disant avocats ont été usurpés. Notre correspondante à Madrid, Marie Bolinches, a mené son enquête. Les deux avocats madrilènes à qui j'ai pu parler m'ont confirmé être au courant de ces arnaques. Ils ont reçu les témoignages de nombreuses victimes et ont porté plainte. L'avocate Blanca Gomez est particulièrement éprouvée par cette usurpation d'identité. Son numéro de téléphone personnel, celui de son domicile, a été publié sur Internet. Résultat, depuis 1 an et demi, elle reçoit les appels de dizaines et de dizaines de victimes, parfois au ton extrêmement agressif. La plupart de ces victimes appellent de Suisse et elles sont plutôt âgées. Certaines seraient tombées dans le piège, puisque Blanca Gomez m'a raconté avoir reçu la trace d'un virement effectué par une victime suisse. L'avocate a déjà porté plainte à 2 reprises, mais pour l'instant sans aucun résultat. Ce genre d'arnaque est extrêmement courant en Espagne. On l'appelle lettre nigériane parce qu'elle serait le fait de mafias nigérianes installées en Espagne. En novembre dernier, la police espagnole a démantelé un réseau de 26 personnes qui auraient réussi à soutirer 2 millions de francs à 6 victimes, des victimes originaires d'Australie, de Suède, de Belgique et de Suisse. C'est un animal chargé de symboles. Vous avez peut-être mangé de l'agneau à Pâques, au risque de fâcher les végétariens et les véganes. Mais la coutume est ancestrale pour les religions juives et chrétiennes, quoique l'on trouve de l'agneau actuellement toute l'année dans les boucheries. Qu'y a-t-il de commun entre un agneau né noir des alpages valaisans et un agneau néo-zélandais ? Le prix, certainement pas. Le goût, c'est à voir. L'essentiel de l'agneau consommé en Suisse est importé, mais l'agneau helvétique est de plus en plus recherché, même s'il coûte plus cher. À bon entendeur, c'est immergé chez des éleveurs pour comprendre leur métier, leurs difficultés. Du prix à l'assiette, en passant par le grossiste, le boucher et le cuisinier, à bon entendeur vous fera découvrir les différentes races, différents modes d'élevage de cet animal, ici et à l'autre bout du monde. À mardi prochain, d'ici là, portez-vous bien, très bonne fin de soirée.